ne sais pas, moi, on m'a demandé de venir, je viens. Je vais donner mon avis, je vais le donner. Mais ça va être un tout autre type de discours. Non pas que je sois en polémique ou en désaccord, je suis incompétent. J'ai écouté avec intérêt tout ce que vous avez dit, m'a appris. Moi, j'ai une autre démarche. D'abord, il marche pas? Mais ça marche quand même pour entendre là. On entend. J'ai quand même l'habitude. J'ai appris dans la profession à placer ma voix de telle manière que je peux faire des confidences et on m'entend de l'autre côté. Ça va, oui? On entend? On entend. Non, parce que je parle pas par là, je parle par là. Oui. Moi, je vais partir par un compte à rebours. Où en est-on aujourd'hui? Francis. Comment tout ça doit-il se régler? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'intérêt de savoir quels sont les éléments actuels de la situation, l'intérêt c'est pour savoir ce qu'on va en tirer pour agir. Et alors je me place à la fois dans deux optiques. Mon optique de responsabilité de citoyen français et mon optique de premier vice-président de l'Association internationale des juristes démocrates, qui est sans doute le dernier survivant de l'Assemblée fondatrice en 1946 par des juristes soviétiques, français, anglais, américains qui s'étaient rencontrés au tribunal de Nuremberg et qui voulaient en finir avec la guerre, l'agression, l'injustice, le fascisme, pour la paix et la démocratie. Ils sont, comme par hasard, cette association est née en même temps que l'ONU, et comme sorte de fille jumelle de l'ONU, de la Charte des Nations Unies. Donc pour le moment, personne n'a parlé. Alors je sais bien que je suis juriste, mais je pars de l'idée qu'il y a des règles de droit, quand elles sont utiles à l'action, c'est les citoyens qui doivent s'en emparer et s'en servir, c'est leur rôle de citoyen, au niveau national et international. Alors, je ne connais rien à l'islam, je voudrais apporter, moi, mon témoignage tout à fait anecdotique et empirique de ce que j'ai connu de la Syrie, et après ça, aller sur une autre base de réflexion. J'ai connu la Syrie en tant que responsable international. J'ai connu le barreau syrien, les juristes syriens. Je suis allé plusieurs fois en Syrie. J'ai constaté deux choses fondamentales. Je regrette, mais pour moi, la Syrie, en tant qu'État, je ne parle pas pour une population, etc., la religion, c'est du privé. Le pouvoir d'État, c'est du public, qui est commun à tous. Je n'ai pas connu beaucoup de pays arabes aussi laïques que la Syrie. Il y avait l'Irak, y compris avec tout le reste, il y avait l'Irak. Il y avait une certaine laïcité en Irak. Il y a la Palestine. Il y a la Syrie, était remarquablement laïque, et d'autre part, ce qui était extraordinaire, c'est les droits des femmes. On voyait même, dans ce qui était une forme de socialisation de l'économie syrienne, on voyait les femmes partir au boulot, habillées comme vous, et en cheveux, avec les hommes sur des camions pour aller travailler dans les champs. On en a connu, nous, au sommet des institutions. Ça, c'était une réalité. L'autre réalité, c'est quand même que la démocratie était très, très en souffrance. Il y avait, c'était extraordinaire,
c'était que de l'anecdote, mais une imagerie. On ne pouvait pas circuler en Syrie sans qu'à chaque village, il y ait une statue géante du père Assad. J'ai quand même connu un certain nombre d'intellectuels progressistes poursuivis, emprisonnés, et nos confrères syriens progressistes, indiscutablement progressistes, se plaindre de certains aspects de problèmes de répression. L'affaire de Hama, je pense qu'on aurait pu se passer des dimensions du bombardement. Ce sont des dimensions dont il faut tenir compte dans un bilan objectif des faits. Mon dernier témoignage matériel, j'étais à Damas, à l'Assemblée générale de l'Union des avocats arabes, qui est une organisation qui est membre de notre association, dont le secrétaire général est de tradition dans nos vice-présidents. C'est une association très progressiste, très valable, et qui réunit tous les barreaux des pays arabes dans leur diversité, qui n'est pas tout à fait la même. Et nous avions l'Assemblée générale moins d'un an après que Bachar ait succédé à son père. J'étais au deuxième rang, il était devant moi, puis il va prendre la parole pour saluer l'Assemblée, et je l'ai entendu à peu près comme je vous entendrai vous, dire « Oui, nous avons des problèmes de démocratie, il va falloir les régler, ça n'est pas facile. » J'ai pas oublié ça. Parce qu'aujourd'hui, résumer la problématique à faire le procès de Bachar el-Assad, c'est une très grande simplification. Il y a tout un appareil, d'abord. Et ça peut être l'appareil qui soit en cause, ces méthodes. Et puis il y a aussi il y a des phénomènes, et je ne veux pas justifier pour autant. Mais un pays, il est difficile pour un pays d'être démocratique quand il est sur la défensive et qu'il a un sentiment d'encerclement. Je me rappelle, nous avions tort, mais quand on nous disait que les soviétiques n'auraient pas dû exécuter le maréchal Tukhachevski, ils ont eu tort, c'était autant au compte des crimes de Staline. Mais nous disions, nous, on aurait dû fusiller Pétain. C'est dire combien certaines situations alimentent le sécuritaire. Alors, il y a tout de même que la Syrie est en menace permanente par Israël. Il y a quand même le Golan. Il y a tout l'encerclement dont nous parlions et qui est à la fois motivé par toutes les raisons que nous connaissons, les raisons économiques, les raisons des puissances et les crises et de justifier des interventions. Et puis parce que finalement c'est une mesure, l'islamisme intégriste est une façon d'empêcher de museler la véritable expression libre de tout le peuple dans sa diversité et dans son unité. On voit ce qui s'est passé avec la confiscation de la révolution égyptienne par Morsi. Et les pays comme les États-Unis, et pas seulement, tous les pays occidentaux en général, la France, les autres, ont intérêt à l'islamisme intégriste. Et par conséquent, un pays laïque est un os. Quand ce pays laïque, en plus, est un os pour Israël, qui est le gendarme impérialiste dans la région, quand en plus la Syrie peut être le débouché vers la Méditerranée de pétrole concurrent des pétropuissances, tout cela suffit à justifier qu'il faut en finir et prendre le prétexte des problèmes de démocratie, parce que là il y a une dialectique. Il y a une absence de démocratie par cette espèce de phénomène sécuritaire contre cet environnement, et il y a une exploitation de cela
par ceux qui veulent en finir, régler le compte de la Syrie, par l'organisation d'une opposition armée. Car il ne faut pas oublier que l'opposition, le drame, c'est que Bachar n'ait pas réussi à désamorcer, à éliminer les causes des griefs légitimes d'une opposition réellement démocratique. Mais à partir d'un moment, celle-ci a été totalement confisquée, dépassée, envahie, récupérée, débordée par un islamisme qui n'est pas venu par hasard, qui est adossé financièrement et armé par le Qatar, par l'Arabie Saoudite et adossé aux États-Unis. Turquie aussi. La Turquie. Turquie. Et la Turquie. Voilà, Et alors, normalement, je vais en venir tout de suite au droit international, parce que le problème, c'est que, mais avant je termine, sur le fait que le drame, c'est que dans cette situation, oui, je reviens même au principe fondamental. Il ne faudrait même pas oublier, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, et je répète, je le fais pas parce que je suis juriste, mais parce que je passe mon temps un peu partout, en France et ailleurs, à transmettre le message pour que les non-juristes s'en servent. Il y a la Charte des Nations Unies. On nous parle toujours de l'ONU, et je dirais un mot sur cette question des médias tout à l'heure, elle est fondamentale. On ne parle jamais que de l'ONU et jamais la Charte. Y compris que j'ai entendu des professeurs de droit parler des principes édictés par l'ONU. Alors que les principes sont édictés en 1945 par la Charte, qui crée l'ONU, qui sera fondée en 1946 pour appliquer les principes. Ce n'est donc pas les principes édictés par l'ONU. Et ces principes sont fondamentaux. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas et que les médias n'en parlent jamais. Mais qu'on devrait les apprendre dans les écoles, dès l'école primaire. Ils fondent pour la première fois des règles et une philosophie de droit international applicables universellement sur la base, je reprends les termes de la Charte, de l'égalité des nations grandes et petites. Et qui a deux axes, la paix et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est le fondement de la paix, qui ne doit pas reposer sur une paix imposée aux peuples par qui vous savez, mais une peuple établi entre eux par des peuples libres, égaux et souverains. Le préambule de la Charte est magnifique et devrait être appris par cœur partout. Nous, peuples des Nations Unies, c'est-à-dire il n'y a pas un peuple du monde, il y a des peuples différents, avec leur identité, nation, qui ont intérêt à être unis parce que c'est leur solidarité qui est leur avenir. Nous, il parle à la première personne, nous, peuples, c'est nous qui parlons. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui par deux fois l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, avons décidé d'unir nos efforts. En conséquence, nos gouvernements ont signé la présente charte. Ça veut dire que l'histoire, les règles internationales qui étaient avant la charte, il n'y a jamais eu de droit international avant la charte. Il y avait des modalités entre puissances qui faisaient entre elles du « je te fais pas ça si tu ne me le fais pas » et des coalitions, des alliances, des guerres, des traités de paix pour se partager les territoires, les peuples et les ressources. En 1945, on substitue à cette logique verticale une logique horizontale. Nous, peuple des Nations Unies. Et l'ONU, ça devrait être le lieu où les peuples unissent leurs efforts dans leur respect mutuel de leurs différences. Et pratiquement, ça veut dire quoi? Article 2.4 de la Charte, le recours à la force ou à la menace de la force ou l'atteinte de quelque manière que ce soit à l'indépendance d'un État, parce que l'État c'est le moyen par lequel le peuple s'administre à ses relations internationales. De quelque atteinte que ce soit à l'indépendance d'un État est interdit. Même l'ONU, article 2.7,
n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires qui sont de la compétence d'un État. Ça veut dire que quand le Conseil de sécurité a fait la guerre en Libye, il violait la charte, sous le prétexte de cette imposture qu'on appelle l'ingérence humanitaire. Et de même, aujourd'hui, prétendre intervenir en Syrie de la part d'un pays, c'est violer l'article 2.4 de la charte, et c'est de la part de l'ONU, ce serait une violation de l'article 2.7. Et du point de vue du droit international, posé en préalable à tout le départ de Bachar, c'est intervenir dans les affaires intérieures, c'est une violation du droit international. Je vais tout de même commencer par là, mais j'ai peut-être une démarche, une approche qui est tout à fait différente de celle de tout à l'heure, mais commençons par là. Ensuite, c'est au contraire Bachar al-Assad qui aurait dû saisir le Conseil de sécurité pour l'aider à mettre fin à l'agression dont il était l'objet. Il a peut-être eu peur de ne pas le faire. Et quand on voit, quand on a vu Hollande dire on va faire des frappes, c'était une violation criminelle du droit international. C'est pas seulement que c'était pas bien, etc. C'était une violation du droit international. D'autre part, ce qui est significatif, c'est autre chose. C'est que le grand problème, et c'est ça aujourd'hui qui est pour nous notre combat principal, et on le retrouve ici, c'est pas les anciennes puissances coloniales, c'est pas... Je veux bien que ça me réponde. Il y en a une concernant les accords Sykes-Picot, mais qui ne concerne pas seulement la Syrie, mais également la Palestine d'ailleurs. Mais c'est que la charte est révolutionnaire, en ce sens qu'elle remplace l'autorité sur les peuples, l'autorité verticale sur les peuples, en une autorité horizontale des peuples ensemble. Seulement, la charte ne donne au peuple que le pouvoir politique et pas le pouvoir économique. Pour les droits de l'homme, on a toujours dit qu'il y avait deux générations. La première, les droits civils et politiques, mais on s'est aperçu que dans l'expérience que ça ne suffisait pas s'il n'y avait pas les droits économiques, sociaux et culturels sans lesquels les droits civils et politiques ne pouvaient pas vraiment être utilisés. Aujourd'hui, le problème, c'est que la charte n'a donné que les pouvoirs politiques et que pendant qu'était signée la charte, il était signé en dehors de la Charte des Nations Unies, en dehors du droit international. Les accords de Bretton Woods, qui créaient le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale. C'est-à-dire que les grandes puissances financières se réservaient, en dehors du droit international de la Charte, la maîtrise économique du monde par des institutions financières qui ne sont ni universelles, ni égalitaires, ni entre les mains des peuples. Et ça exerce tellement le pouvoir que ça l'exerce à l'ONU. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau international? C'est que les États, qui devraient être les instruments de souveraineté des peuples, eh bien, il se passe ce qui se passerait, je prends cet exemple, quand dans une commune qui est loin de la gare, on décide d'acheter un autobus et d'embaucher un chauffeur pour faire la liaison avec la gare, l'hôpital, le lycée. On achète l'autobus, on embauche le chauffeur. Mais il y a dans le coin un gros industriel qui dit « mais il me servirait bien cet autobus ». Il soudoie le chauffeur et l'autobus va servir à l'industriel au lieu de servir à la commune. Eh bien, les États sont des autobus. Quand on me dit un État est souverain à l'ONU, je mets 0 au prof qui dit ça. L'État, quand on dit ça, c'est comme si quelqu'un qui a un accident en voiture dit « ma voiture n'a pas voulu ». C'est en réalité l'État, en vertu de la charte, est l'instrument pour le peuple d'exercer sa souveraineté et il est confisqué par les grandes puissances financières du capitalisme mondialisé qui en fait l'instrument
leur instrument au même titre qu'ils font leur instrument pour nous imposer l'austérité. Et ce qui se ferait au niveau national, ça le fait au niveau international. À telle enseigne que lors de la première guerre du Golfe, l'Égypte qui avait voté oui, s'est vu annuler une dette. Mais le Yémen qui avait voté non, s'est vu annuler un prêt. Et le problème aujourd'hui, il est que les mêmes récupèrent l'ONU comme instrument de leur gouvernance mondiale contre la mondialisation internationale des peuples. Je dis ça parce que ça nous concerne aujourd'hui dans le sujet qui est le nôtre. Pourquoi? Parce que moi, quand on me parle de la solidarité avec la Palestine, avec le Sahara occidental, il ne faut pas oublier, avec la Syrie, je dis mais ça n'est pas une solidarité morale et humanitaire. Elle a deux raisons, cette solidarité. La première, c'est l'indivisibilité du droit qui fait que nous sommes solidaires. Si on permet que le droit soit violé contre un autre, il l'est contre nous demain. Nous sommes solidaires à un intérêt commun à faire défendre le droit quand c'est une conquête progressive. Elle nous appartient. Nous en sommes responsables, nous devons la défendre. Et puis dans la mesure où la Charte dit que les États sont nos instruments, si notre gouvernement fait quelque chose, ne le fait pas ou le laisse faire, nous en sommes responsables, parce qu'il le fait en notre nom. Et je crois qu'il faut bien avoir ça en tête. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est pas, si vous voulez, même au niveau de l'ONU, le rapport de force, car tout est rapport de force, il est entre peuple et pouvoir financier mondial. Et c'est pas un pouvoir qu'on ne peut pas gagner. La première guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe, la deuxième guerre d'Irak, ils n'ont pas réussi à avoir un vote du Conseil de sécurité. Après, pourquoi ils ont fait la guerre quand même et ils ont pu la faire? Une autre question, c'est parce que nos peuples ont été découragés, ont abandonné le combat. Mais ils n'ont pas pu l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des millions de protestations dans le monde. Et que ces protestations, ces manifestations, ça n'a pas été des gens qui ont poussé leurs cris. Ils ont agi sur leur gouvernement de telle manière qu'ils n'ont pas pu trouver une majorité au Conseil de sécurité. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire, là, le Conseil de sécurité, l'ONU, c'est le directoire des 5. Il n'y a pas de directoire des 5, il y a uniquement le droit de veto. Et le droit de veto, qui n'est pas une mauvaise chose, parce que... Comment? C'est lourd de conséquences. Attendez, c'est pas une mauvaise chose le droit de veto. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la deuxième guerre d'Irak, quand Chirac avait dit on fera ce que dira l'ONU, on lui avait dit comment? Même si c'est une majorité, si tu n'utilises pas le veto, tu seras seul responsable de la guerre. Et on a fini par obtenir, c'est encore la façon de voir comment le peuple peut agir, on a fini par obtenir par des manifestations veto, qui disent si le fond, on utilisera le veto. Le veto est mauvais quand il sert à bloquer, par exemple, toutes les sanctions contre Israël. Mais ce qu'on oublie, c'est que la Charte prévoit dans l'article 24 que le Conseil de sécurité doit défendre les principes de la Charte. Donc un veto qui est là pour que le Conseil de sécurité ne dépasse pas ses compétences, est un veto légal. Et un veto qui empêche le Conseil de faire respecter la Charte, c'est un veto illégal. Et il faut faire avancer cette idée, sans réforme de la Charte. Il n'y a pas besoin de réforme, parce que c'est une simple interprétation. Donc, c'est un combat, là encore. Mais ça veut dire que le pouvoir des peuples, il est fondamental. Et qu'en tout cas, il n'y a pas d'alternative à cela. Et on en a encore un autre exemple, c'est à propos de la Syrie. À propos de la Syrie, Obama avait dit aussi qu'il ferait des frappes. Mais il s'est heurté à l'opposition, sans vote même. Mais il savait qu'il y avait une opposition dans la population. Il y a renoncé. Hollande, même Erdogan a renoncé par une opposition en Turquie. Et Hollande, il voulait le faire en refusant que le Parlement vote. Quel aveu! C'est-à-dire au prix de la démocratie chez nous. Et il a été obligé de renoncer aussi. C'est une victoire des peuples. Alors, le vrai problème, là, c'est les médias. Parce qu'aujourd'hui, les médias sont entre les mains des grandes puissances économiques.
elles font partie de la réforme économique à obtenir. Et là, c'est ahurissant. Je prends des exemples qui me frappent là. Quand on nous dit Ban Ki-moon, le patron de l'ONU, c'est dans la logique de la gouvernance verticale. Ban Ki-moon, au terme de la charte, c'est le premier fonctionnaire. Ça veut dire que dans une commune, ce serait le directeur général des services. Est-ce qu'on a dit dans une commune que le directeur général des services, c'est le patron de la commune? Mais ça alimente toujours cette idée de l'ONU plutôt que la charte et les peuples. Un autre aspect qui a l'air de rien. Je n'ai jamais entendu parler de Bachar ou d'autres que comme le Raïs. Ah, Raïs. Ça fait fureur, ça fait dictateur. En oubliant seulement que Raïs, en arabe, ça veut dire président. On ne dira pas le président. Ils ont fait pendant l'expédition de Suez Rimé Raïs, donc ça suggère Reich. Oui, mais bien sûr. Et il y a tout ça. Ils ont dit, tous les médias ont dit, et toute la presse a repris parce qu'ils ne l'ont pas vérifié, que l'ONU avait dit que le blocus de Gaza était légal. Alors moi, des formations, quand je vois l'ONU, ça m'intéresse de savoir, mais l'ONU, c'est un fantôme. Père Noël et Père Fouettard. Moi, je veux savoir qui a l'ONU. Et je vois que ces 4 consultants, consultés par Ban Ki-moon, donc sur les 4, il y a un représentant du gouvernement d'Israël, il y en a un autre qui dit, qui rappelle que le blocus a été déclaré illégal par le Conseil des droits de l'homme à Genève, et quand on regarde le texte, il dit que un blocus est illégal, comme contraire à l'article 2.4, que toutefois il pourrait être légal en cas de légitime défense, ce qui est inexact, car la charte ne permet pas la défense préventive. Mais, à aucun moment, il n'est question de Gaza. Les gens disent, ah, s'il est légitime défense, alors Israël se défend. Voilà comment on fait la formation. Donc, ça donne une importance capitale. Parce que moi, quand je fais des réunions, je dis maintenant, allez, reportez ça. Si j'ai fait une réunion avec 20 personnes, eh bien, vous, à votre tour, chacun de vous, faites une avec 20 personnes, ça fera 400. Et je crois qu'il y a une grande bataille des idées, et pour revenir à des questions fondamentales. Et donc, sur ce plan, nos responsabilités. Et que faire? Que pouvons-nous faire? Eh bien, je vais là simplement donner des choses qui sont, c'est bien, c'est du yaka. C'est des boussoles, des repères. D'abord, pas d'intervention d'État. Les solidarités entre privés, entre organisations, etc., la solidarité internationale, elle existe. Ça ne doit pas être d'autoriser l'utilisation du pouvoir d'État. Ceci étant, le droit international, c'est résoudre les conflits par la négociation. Mais les conflits internationaux, moi, Genève, 1, 2, 3, 4, je ne sais pas, moi, ça ne me satisfait pas du tout. Parce que les puissances qui veulent s'en mêler sous prétexte d'aider, mais de quoi elles se mêlent, la seule, en plus, négociation entre les représentants du gouvernement et des représentants d'une opposition. Quelle est la qualification de cette opposition? En quoi est-elle habilitée et par qui? Et que finalement, ça devient une légalisation de l'opposition dans des conditions où ce sont des discussions au sommet, comme si dans un conflit aigu, on disait aujourd'hui, Hollande et Copé vont en discuter entre eux. Et nous alors? Et nous? D'autant plus que d'après quelques informations que j'ai eues providentiellement hier, il semble que l'opposition, comme le gouvernement, soit surtout des représentants de la bourgeoisie syrienne. Et le peuple pendant ce temps-là. Donc il ne faut pas lui imputer a priori au pas le peuple parce qu'il serait intégriste. C'est pas du tout évident. Le vrai, si on se place au niveau du droit, le vrai problème est le seul. La seule intervention que l'ONU pourrait faire, mais ce n'est pas tout à fait le cas ici, justement. Parce que des négociations bipartites, la charte le prévoit entre des États nationaux, entre des pays.
dans les relations internationales, mais pas pour intervenir dans l'affaire intérieure. Ce qui serait, à la limite, ce qui serait possible, c'est d'aider le peuple, et ben, comme une mission du gouvernement et de l'ONU pour aider le gouvernement à cela, aider le peuple à exercer son droit de disposer de lui-même. Commencer par assurer un désarmement des intervenants extérieurs et un désarmement général pour permettre au peuple d'exercer pacifiquement, librement et démocratiquement son droit de disposition. Et tout ce que nous pouvons faire, nous, ça doit aller dans ce sens-là. Et c'est notre responsabilité.